La France possède une tradition martiale ancienne, longtemps partagée entre les mondes civil et militaire. Mais aujourd'hui, cette tradition martiale est largement marginalisée. Des salles d'armes en passant par les rues, de l'épée à la savate, ces disciplines racontent le rapport du peuple français au combat, à la violence et à ce qui se transmettait alors de maître d'armes à élève. Ici, dans ce podcast, nous allons plonger dans les arts martiaux français, leur histoire, leur technique et l'esprit qui les anime. Bienvenue dans De savate et d'épée. Ce premier épisode constituera la première partie de l'introduction aux arts martiaux français, abrégé en AMF. Nous aborderons en 3 parties les notions fondamentales permettant de comprendre ce que sont les AMF. Tout d'abord, nous donnerons une définition générique de ceux-ci. Puis nous aborderons ensuite la notion d'escrime, et nous verrons d'ailleurs que l'escrime est à la base des arts martiaux français. Puis, nous terminerons en évoquant les disciplines qui composent les AMF. À noter, chers auditeurs, que la deuxième partie de cette introduction aux AMF, qui constituera l'épisode 2 de ce podcast, vous expliquera pourquoi aujourd'hui les AMF sont si méconnus. Mais je n'en dis pas plus, je ne voudrais pas divulgacher, comme on dit. Alors, donc, que sont les arts martiaux français ? Eh bien, c'est simple, Jamy. Les AMF sont un système de défense. Ce système est composé de plusieurs disciplines qui sont toutes issues de près ou de loin de l'escrime et de l'éducation physique gymnastique. Pas besoin de spécifier ce qu'est l'éducation physique gymnastique. Tout le monde aura compris de quoi on parle ici. Mais en ce qui concerne l'escrime, il va falloir en donner une définition plus claire. Un bon historien qui aime les sources fiables, nous allons nous rendre sur Wikipédia. Je précise, c'est de l'ironie. Et nous allons taper dans le moteur de recherche du site le mot escrime. Que nous dit la page consacrée à cette discipline ? L'escrime est un sport de combat. Il s'agit de toucher l'adversaire avec la pointe ou le tranchant d'une arme blanche sur les parties valables de l'adversaire sans être touché en retour. Et c'est là que le bât blesse. Car si on regarde la définition du mot escrime dans le dictionnaire de la langue française de 1873, voilà ce qui nous en est dit. L'escrime, c'est l'art de faire des armes. Et à quoi servent les armes ? À se défendre, en incapacitant l'autre ou en le tuant. Elles ne servent pas à marquer des points, que diable. À s'exercer à la défense également, sous forme de jeu, oui, bien entendu. Mais à marquer des points, nous sommes loin de l'essence des armes. Initialement, l'escrime est donc un ensemble de techniques devant permettre à une personne de sauver sa vie face à un ennemi ou alors de prendre le dessus sur un opposant dans le cadre d'un entraînement ou d'un jeu destiné à s'exercer. De manière générale, l'escrime est une méthode de combat à l'épée ou au sabre, ce que l'on nomme escrime de pointe ou escrime de contrepointe, permet le maniement d'une arme munie d'une lame plus ou moins longue. Mais, et nous allons l'aborder un peu plus tard dans cet épisode, l'escrime doit aussi être vu comme un système cohérent qui regroupe plusieurs disciplines. C'est ce qu'on appelle également les arts martiaux français. On parle, par exemple, d'escrime à la baïonnette ou d'escrime à la canne ou au parapluie. On parle même d'escrime des pieds et des poings pour parler de la boxe française. Donc, escrime en tant que système est synonyme d'arts martiaux français. Toutes les disciplines qui constituent les arts martiaux français ont un socle commun déterminé par 3 piliers. Le premier pilier, c'est que toutes les disciplines sont issues de l'escrime, ou alors elles ont été pensées par des pratiquants d'escrime. Et elles partagent ce que l'on appelle une polytechnie. Nous verrons cette définition un peu plus tard, probablement dans l'épisode 2. Le deuxième pilier des arts martiaux français, c'est que toutes les sources, tous les traités qu'utilisent les pratiquants d'arts martiaux français sont en langue française. Ainsi, dans ce podcast, vous n'entendrez pas parler de low kick ou alors de Juji Gatame ou de Wai Kuramwai, sauf peut-être exception dans un épisode hors série s'il y a lieu. Ce pilier est fondamental et nous permet de comprendre rapidement, à la lecture d'un traité,
l'essence d'un mouvement et d'aller chercher directement à la racine les informations d'une discipline. Ce serait plus difficile, par exemple, si vous êtes jujitsika et francophone et que vous souhaitez retrouver l'essence d'un mouvement et que vous décidez d'aller chercher l'essence de ce mouvement dans un traité nippon du 19e siècle. Troisième pilier important, c'est que les disciplines qui composent les arts martiaux français partagent une temporalité dont les bornes chronologiques ont été mûrement réfléchies. Ces bornes s'étendent du début du XVIe siècle aux années 1950. Ces 3 siècles et demi de pratique comportent de nombreuses disciplines qui ont évolué au fil du temps, mais qui ont gardé toute leur cohérence et leur unicité. Alors pourquoi ces dates, me direz-vous? Tout d'abord, le début du XVIe siècle, parce que nous sommes proches ici de la publication du traité de Henri de Saint-Didier, traité sur l'esprit seul, paru en 1573. Ce traité est considéré comme un jalon de l'histoire de l'escrime, ici escrime au sens commun, c'est-à-dire maniement de l'épée, tout simplement car il est le premier traité connu faisant référence à l'escrime en langue française, et qu'il traduit d'ailleurs l'existence d'une escrime à la française, décorrélée des escrimes espagnoles et italiennes, comme on l'entend souvent dans l'historiographie classique de l'escrime du 19e siècle. Mais bon, nous y reviendrons, ces quatre. À noter tout de même qu'il ne s'agit pas du premier traité consacré au maniement des armes qui soit référencé. Il ne faut pas oublier de citer le traité sur le jeu de la hache consacré à l'utilisation de cette arme. Lorsqu'il a été rédigé entre 1460 et 1585, le royaume de Bourgogne, dans lequel il a été réalisé, n'était pas encore rattaché au royaume de France. Et même si c'est le cas aujourd'hui, puisque ces traîtres de Bourguignons ont fini par céder, je plaisante, nous préférons considérer ici que le traité de Saint-Didier est le premier jalon constitutif des arts martiaux français, ou en tout cas de l'escrime à la française. Ce traité est novateur pour l'époque, notamment par le dispositif d'apprentissage mis en place à l'intérieur. Les différentes techniques sont expliquées à travers les figures de 2 personnages, chacun ayant un rôle à tenir, celui de l'attaquant et l'autre du défenseur. De même, des schémas expliquant le positionnement des pieds sont mis en œuvre dans le traité. L'année 1950, car cette date correspond à une bascule dans le monde des arts martiaux français. Nous sommes au sortir de la Seconde Guerre mondiale. La France est ruinée. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Une poignée d'hommes d'ici et d'ailleurs a préservé son honneur, en maintenant l'esprit français, le panache français, la furia francese, comme on dit, de l'autre côté des Alpes, à bout de bras, au péril de leur vie ou de leur santé. Ceux qui sont encore en vie vont reprendre les rênes et relever le pays en le faisant entrer dans la période des 30 Glorieuses. Les arts martiaux français sont dans le même état au sortir de la guerre. Ce que la Grande Guerre, la guerre de 14-18, n'avait pas accompli entièrement en faisant disparaître de nombreux maîtres d'armes et instructeurs, la Seconde Guerre mondiale va s'en charger. Toutefois, comme ceux qui ont maintenu le pays, d'autres maintiennent la tradition. Ils font souvent les deux d'ailleurs, et se sont engagés dans les combats ou ont été prisonniers de guerre, à l'image de maître Roger Lafont, en ligne directe des pratiques martiales des salles parisiennes, car ce dernier était fils et petit-fils de maître d'armes et instructeur formé à l'école de Joinville-le-Pont. Seule école d'ailleurs à l'époque apte à former des instructeurs et maîtres d'armes dans le domaine de l'escrime, de la boxe française, de la canne ou du bateau. L'évolution de la boxe française est à l'image de cette période et nous l'aborderons d'ailleurs bientôt dans un arc de 4 épisodes consacrés à celle-ci. Mais pour illustrer mon propos, il s'agit simplement de comprendre pour le moment que la recomposition qui a lieu dans le milieu de la boxe française et des arts martiaux français en général va se traduire à la fin des années 50 et le début des années 60 par un phénomène qui va réduire à l'état de sport les pratiques martiales qui constituent les AMF. Des sports où on compte les points au lieu de compter les ennemis tombés, ou alors de s'entraîner pour le champ de bataille, pour le pré du duel ou la rue, loin de l'essence des arts martiaux français. Et puis, avec cet état d'esprit, arrivera la globalisation portée par le modèle américain. Les États-Unis, par leur présence dans le Pacifique après la Seconde Guerre mondiale, se sont entichés des arts martiaux provenant d'Asie, les arts martiaux japonais, chinois ou vietnamiens et j'en passe. Et nous allons nous aussi subir cette influence via la culture américaine et le cinéma tout particulièrement. Bien sûr, c'est un phénomène culturel lent, enfant des années 90. Rappelez-vous les dimanches soirs avec Walker Texas Ranger interprété par le
Chuck Norris, qui pratiquait le karaté en Santiago. Improbable, mais énorme, mais improbable. Et c'est le propre des États-Unis. Une histoire politique et culturelle récente, excepté celle des peuples natifs, bien entendu. Et cela se traduit du point de vue de leur culture martiale. Ajoutez à cela pour nous Français la honte et l'humiliation de la défaite durant la Seconde Guerre mondiale, c'est clair, les arts martiaux français sont dépassés et le glas a sonné pour eux. Mais en parlant d'arts martiaux français, quelles sont les disciplines qui le constituent exactement? Eh bien, il y en a moult. Citons par exemple la boxe française traditionnelle, réunion de la savate et de la boxe anglaise. Évoquons également la lutte française, le corps à corps militaire, l'escrime à la canne, l'escrime au bâton militaire, l'escrime au bâton d'armes, l'escrime de pointe, l'escrime de contre-pointe, l'escrime à l'espadon, l'escrime à la baïonnette, la culture physique, et j'en passe. À noter d'ailleurs que la culture physique occupe une place importante dans les arts martiaux français et que de nombreux mouvements de gymnastique et séances d'entraînement développés par exemple dans les traités du colonel Amoros sont encore utilisés aujourd'hui dans les entraînements des recrues du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. À noter également la forte influence de la méthode naturelle développée par le lieutenant de vaisseau Georges Hébert dans le monde militaire. Le parcours militaire, utilisé aujourd'hui dans de nombreuses armées du monde et dont le crossfit provient, descend en ligne directe de la méthode naturelle. Il est donc logique de retrouver de nombreux mouvements aujourd'hui réalisés en crossfit dans la méthode naturelle, et notamment la quadrupédie. Il en va de même pour le parcours avec un K qui provient dans ses mouvements, mais aussi et surtout dans son état d'esprit de la méthode naturelle. Vous le voyez, les arts martiaux français sont partout. Bien, vous connaissez maintenant quelques-unes des disciplines qui constituent les AMF et vous connaissez ces trois piliers. Abordons maintenant l'escrime en tant que système qui détermine ce que sont les AMF. La première constatation que l'on peut faire, c'est qu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, de nombreuses salles d'armes sont des lieux de pratique à la fois de l'escrime de pointe, fleuret ou épée, de la canne, de la boxe française traditionnelle ou même du tir à la carabine. Le premier professeur de savate référencé est Michel Lepisseux, probablement né en 1794 et qui enseignait dans sa salle de la Courtille à Paris, à la fois l'escrime mais aussi la savate. Il était également maître bâtoniste, c'est-à-dire spécialiste du maniement du bâton. Quand il parle de la savate ou de la boxe française, le journaliste et écrivain Théophile Gautier parle d'escrime sans fleuret. Il parle également de la boxe française comme d'une activité raisonnée et savante, comme l'escrime à l'épée ou au fleuret qui jouit déjà de cette réputation depuis plusieurs siècles. D'ailleurs, le vocabulaire est commun aux différentes disciplines. Les pratiquants de celles-ci sont des tireurs. Ils s'affrontent dans des assauts, les coups sont parés et la contre-attaque est une riposte. Elles partagent aussi un même esprit, la recherche de l'élégance dans l'exécution des mouvements, la logique de la parade commune à l'escrime et à la boxe française plutôt que celle de l'encaissement, comme en boxe anglaise par exemple. Effectivement, on n'encaisse pas un coup d'épée, on le pare. De même, les coups sont armés, comme on arme un coup d'épée ou de sabre. Le coup n'est pas jeté, il est armé et tiré. Il n'y a pas ou peu dans les arts martiaux français de coups lancés par l'élan du corps. Ces disciplines partagent aussi les mêmes postures. On se tient bien droit et de profil pour exposer le moins de surface possible. Ainsi, pour conclure, les arts martiaux français sont donc un système cohérent de pratiques martiales qui partagent plusieurs choses en commun. Elles proviennent de l'escrime, elles partagent une polytechnie, notion que nous aborderons dans le prochain épisode. Les sources qui servent à les étudier et les pratiquer sont en français, et elles partagent une temporalité. Chers auditeurs, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Je vous dis à la prochaine fois pour la deuxième partie sur l'introduction consacrée aux arts martiaux français.